Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, avec cette toute nouvelle histoire. Nous savons tous que les mères sont prêtes à tout pour leurs enfants. Elles peuvent sacrifier leur bonheur, leur temps, et bien plus, tant qu'elles voient leurs enfants heureux et à l'aise. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une mère, mais pas n'importe quelle mère. Pour son enfant, elle a commis des actes horribles, difficiles à concevoir par l'esprit humain, et elle est considérée comme la femme la plus dangereuse de son époque. Quand elle a raconté à la police ce qu'elle avait fait, personne ne pouvait y croire. Cette histoire est remplie d'événements et de détails poignants. Préparez-vous. L'histoire d'aujourd'hui commence avec une femme nommée Amelia, qui vivait à Montello, en Italie, à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1800. À cette époque, la mentalité des gens en Italie était très différente de celle d'aujourd'hui. Par exemple, le seul rôle de la femme dans la société était de se marier jeune, d'avoir beaucoup d'enfants, de les élever, et finalement de mourir. La société était extrêmement conservatrice et pouvait tolérer beaucoup de choses, sauf une femme enceinte avant le mariage, même en cas de viol. Elle était alors sujette au commérage, aux insultes, et personne ne voulait l'embaucher. En résumé, elle subissait de nombreuses difficultés. En revanche, l'homme, le père de l'enfant, n'était jamais blâmé. Les gens étaient très occupés et n'avaient pas le temps de critiquer les hommes, ils se concentraient uniquement sur les femmes. Amelia est née dans cette société et a grandi dans une famille très pauvre. Ses parents peinaient à mettre de la nourriture sur la table et vivaient dans un quartier pauvre de Montello, en Italie. Dans ce quartier, vivait un homme nommé Mariano, un peu plus âgé, qui observait toujours Amelia. Un jour, il a trouvé l'occasion de l'agresser sexuellement. Après cette agression, Amelia s'est retrouvée enceinte. À cette époque, il était strictement interdit pour une fille de tomber enceinte avant le mariage, même en cas de viol. Lorsque ses parents ont découvert qu'elle était enceinte à cause de Mariano, ils l'ont forcée à l'épouser rapidement, avant que les gens ne découvrent sa grossesse, car cela aurait terni leur réputation et celle de la famille entière, ce qui était inacceptable. Naturellement, Amelia ne voulait pas se marier avec lui et a tout fait pour empêcher ce mariage, mais en vain. Elle est finalement devenue sa femme. C'était la pire chose qui pouvait arriver à une fille, être forcée de se marier avec son agresseur et de le voir tous les jours. Amelia a donné naissance à sa fille en 1894 et l'a nommée Leonarda. Amelia traitait sa fille comme un rappel constant de ce qu'elle avait vécu et de ce que Mariano lui avait fait. Elle ne lui montrait aucune affection, ce qui a fait grandir Leonarda sans amour maternel. Bien qu'elle ait eu sa mère, c'était comme si elle était orpheline. En grandissant, Leonarda essayait désespérément de se rapprocher de sa mère et de gagner son amour, mais en vain. Amelia était très froide envers elle et la critiquait constamment, lui disant quelle était la raison pour laquelle elle avait dû épouser son père. Avec le temps, Leonarda a grandi sans l'attention de son père et sans l'amour de sa mère. Elle cherchait désespérément quelqu'un pour la soutenir et l'aimer. Elle a découvert que les hommes plus âgés étaient souvent plus stables et attentionnés, contrairement aux jeunes hommes qui étaient souvent immatures. Leonarda voulait épouser un homme plus âgé, quelqu'un qui pourrait être un « père » pour elle. Ses parents, Amelia et Mariano, lui disaient toujours qu'elle devait épouser un homme riche pour les sortir de la pauvreté. Leonarda était leur projet pour améliorer leur situation. Mais à 21 ans, leur projet a échoué car Leonarda a rencontré un homme plus âgé, également pauvre, mais légèrement mieux loti qu'eux. Il travaillait comme scribe, c'est-à-dire qu'il écrivait des documents pour ceux qui ne savaient pas lire ou écrire, et gagnait juste assez pour survivre. Leonarda l'a présenté à ses parents en disant qu'il s'appelait Raphaël et qu'elle allait l'épouser. Ses parents, en voyant son apparence, ont compris qu'il n'était pas riche et se sont opposés à ce mariage, surtout sa mère. Leonarda a tenu tête à ses parents et a épousé Raphaël. À ce moment-là, Amelia, furieuse, a maudit sa fille en lui disant qu'elle ne réussirait jamais dans la vie. Elle lui a dit « Va, ma fille, je te maudis dans cette vie et dans l'au-delà ». À cette époque, la malédiction était une chose très sérieuse. Si quelqu'un te maudissait, surtout ton père ou ta mère, c'était fini pour toi, tu ne réussirais jamais dans la vie. Avec cette lourde malédiction en tête, Leonarda s'est mariée avec Raphaël. Son rêve était de fonder une famille, d'avoir des enfants qu'elle pourrait chérir et traiter avec amour, contrairement à ce que sa mère lui avait fait. Leonarda voulait être la meilleure mère du monde. Mais les choses ne se sont pas passées comme Leonarda l'avait espéré. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, soit elle faisait une fausse couche, soit l'enfant mourait peu après la naissance. Elle attribuait cela à la malédiction que sa mère lui avait lancée, pensant que cela affectait sa vie et celle de ses enfants. Malgré tout,
elle ne perdait pas espoir et continuait d'essayer. Leonarda est tombée enceinte 17 fois. Oui, vous avez bien entendu, 17 fois. Et tous ses enfants, sauf 4, sont morts soit avant, soit peu après la naissance. Elle était terrifiée à l'idée que les 4 enfants qui lui restaient puissent également mourir. Chaque jour, elle se réveillait en se demandant si ses enfants allaient survivre jusqu'à la fin de la journée. Et chaque nuit, elle se demandait s'ils se réveilleraient le lendemain matin. Elle vivait dans une angoisse constante. Un jour, épuisée par cette angoisse, elle a décidé de consulter une voyante pour connaître l'avenir de ses enfants, savoir s'ils allaient vivre ou mourir. Leonarda est allée voir la voyante, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. La voyante lui a dit qu'elle vivrait assez longtemps pour voir tous ses enfants mourir devant elle. Ce fut un choc énorme pour Leonarda, qui attribuait tout cela à la malédiction de sa mère. Elle ne savait pas comment s'en débarrasser et continuer à vivre normalement. Son seul objectif dans la vie était désormais de protéger ses enfants, de les empêcher de mourir et de leur éviter tout malheur. Les jours passaient, et Leonarda, son mari et leurs enfants vivaient normalement dans le village. Jusqu'au jour où un puissant tremblement de terre a frappé, tuant plus de 1000 personnes et détruisant de nombreuses maisons. Leonarda, son mari et leurs enfants ont survécu, mais elle était terrifiée, pensant que ce tremblement de terre et tout ce chaos était dû à la malédiction de sa mère. Elle craignait que, s'il n'était pas mort ce jour-là, il mourrait la prochaine fois. Elle a donc insisté pour que son mari quitte le village et s'installe ailleurs pour commencer une nouvelle vie et protéger leurs enfants. En été 1930, ils ont déménagé dans un autre village appelé Correggio et ont loué une petite maison. Leonarda était un peu inquiète que les habitants de ce village ne les accueillent pas bien ou ne les traitent pas correctement, mais c'était tout le contraire. Ce village était très accueillant, et ses habitants étaient connus pour leur générosité et leur entraide. Ils ont aidé son mari à trouver un emploi comme scribe dans un bureau, et Leonarda a pu réaliser son rêve de longue date, ouvrir son propre commerce de fabrication de savon. Avec le temps, Leonarda est devenue connue dans ce village, et de nombreuses personnes venaient chez elle pour acheter son savon. Leur vie s'est considérablement améliorée, et les habitants du village les traitaient bien. Leonarda, ses enfants et son mari étaient heureux. Elle avait presque oublié la malédiction de sa mère, pensant qu'elle avait été brisée et qu'ils pouvaient enfin vivre normalement. Cependant, elle restait toujours vigilante et ne les quittait jamais des yeux, surtout son fils aîné, qui était son préféré. Les jours passaient, et Leonarda gagnait en popularité dans le village. Tout le monde la connaissait, et il était courant que les gens passent chez elle pour lui dire bonjour ou boire un thé. Elle s'était fait de nombreux amis, dont une amie très proche nommée Virginia. Cette femme était grande et belle, et elle était également connue dans le village. Elle avait chanté de l'opéra auparavant, mais avait dû arrêter pour des raisons de santé. Tout allait bien pour Leonarda, et la malédiction de sa mère semblait ne plus avoir d'effet, au point qu'elle l'avait presque oubliée. Cependant, 2 ans après leur déménagement à Correggio, des problèmes ont commencé à surgir entre Leonarda et son mari. Il a été emprisonné pour fraude, ce qui a conduit à leur divorce. Leonarda est restée seule avec ses enfants, gagnant sa vie en fabriquant et en vendant du savon pour subvenir à leurs besoins. Après tout cela, Leonarda est devenue intéressée par l'astrologie et la divination. Parfois, lorsque des femmes venaient acheter du savon chez elle, elle leur demandait de lui trouver des livres de magie et de sorcellerie, en échange de savon gratuit. Chaque fois qu'elle lisait quelque chose dans ses livres, elle voulait l'appliquer aux gens et prédire leur avenir. Et souvent, elle avait raison. Elle leur disait exactement ce qui allait se passer. Elle pratiquait la divination et est devenue connue pour cela également. Beaucoup de gens venaient la voir pour qu'elle leur lise l'avenir. Tout le monde disait qu'elle était une voyante très douée et compétente. Elle conseillait les femmes sur leur mariage, disait aux agriculteurs quand et où planter pour obtenir de bonnes récoltes, et fabriquait des amulettes pour les protéger. Les gens avaient tellement confiance en elle que, même lorsqu'ils étaient malades, ils ne consultaient pas de médecin, mais allaient la voir elle. Elle a continué ainsi jusqu'en 1939, 9 ans après leur déménagement à Correggio. Cette année-là, elle a commencé à remarquer un changement chez son fils aîné, Giuseppe, qui avait alors 18 ans. Je vous avais dit que son fils aîné était son préféré et qu'elle ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, même la plus petite chose. Ils étaient très proches, et il lui racontait tout, surtout sur sa vie personnelle. Giuseppe était un grand et beau jeune homme avec des cheveux noirs, un critère de beauté à l'époque. Il avait beaucoup d'admiratrices et en parlait souvent à sa mère. Chaque jour, en rentrant à la maison, il allait à la cuisine où Leonarda lui préparait à manger, et ils mangeaient ensemble tout en discutant. Cependant, en 1939,
elle a remarqué qu'il ne parlait plus à personne dès qu'il rentrait. Au lieu d'aller dans la cuisine pour discuter avec sa mère, il se rendait directement dans sa chambre et s'enfermait. Lorsque Leonarda lui demandait ce qui n'allait pas, il répondait simplement « Je n'ai rien, s'il te plaît, laisse-moi tranquille ». Leonarda savait que quelque chose ne tournait pas rond chez son fils et qu'il cachait quelque chose. Mais quoi? Il ne s'était écoulé qu'un court moment lorsque, en 1939, Leonarda sortait de chez elle et rencontrait une de ses voisines dans la rue. La voisine lui dit « Bon courage, nos enfants vont partir à l'armée et le monde est sur le point de vivre la Seconde Guerre mondiale. » Leonarda ne comprit rien et répondit « Comment ça, mon fils va partir à l'armée ?»« Non, mon fils ne partira pas. » La voisine lui dit « Mais bien sûr qu'il partira, ils l'ont déjà inscrit, et tous devront partir dans quelques jours pour commencer l'entraînement. » Leonarda fut sous le choc. Elle se souvint de ce que la voyante lui avait dit, que ses enfants mourraient devant elle, et le premier à mourir serait son fils aîné, son préféré. Elle pensa que la malédiction de sa mère était encore active et qu'elle détruisait toujours sa vie. Elle comprit alors pourquoi son fils avait changé soudainement et ne voulait plus parler à personne, car il avait été enrôlé dans l'armée et allait bientôt partir en guerre. Elle rentra en courant chez elle, ferma la porte derrière elle et se mit à pleurer de tout son cœur. Elle pleura tant que son cœur se brisa pour son fils. Pendant presque 3 jours, Leonarda ne sortit pas de chez elle. Elle ne fabriqua pas de savon et n'en vendit pas non plus. Pendant ces 3 jours, elle lut des livres de magie et de sorcellerie à la recherche d'une solution pour briser la malédiction de sa mère et protéger son fils. Finalement, elle trouva la solution. Dans l'un des livres de magie, elle lut que si l'on offrait quelque chose de bon à l'univers, il te récompenserait par ce que tu souhaitais le plus. Ce que Leonarda désirait par-dessus tout, c'était que son fils ne meure pas à la guerre. Elle décida donc que la meilleure chose à offrir à l'univers était d'aider les gens autant qu'elle le pouvait. Chaque fois que quelqu'un venait chez elle pour demander de l'aide, elle ferait tout son possible pour l'aider. Le moment arriva où son fils Giuseppe devait partir pour commencer son entraînement militaire. Leonarda était très triste, mais en même temps, elle se disait que rien ne lui arriverait, car elle savait quoi faire. En septembre 1939, une femme nommée Faustina, âgée de 51 ans et jamais mariée, vint chez Leonarda. Pourquoi, à votre avis? Elle voulait se marier. Elle en était obsédée et demanda à Leonarda de lui trouver un mari, ne voulant plus vivre seule pour le reste de sa vie. Leonarda connaissait beaucoup de gens dans son village et les villages voisins, ceux qui étaient mariés et ceux qui ne l'étaient pas. Elle lui dit, « Tu as de la chance, je connais un homme aisé, célibataire et à la recherche d'une épouse, mais il vit dans une autre ville. » Faustina était ravie et répondit, « Pas de problème, présente-le-moi demain, et je te donnerai ce que tu veux en échange. » Le lendemain, elles se rendirent dans la ville où vivait l'homme, discutèrent, et s'entendirent bien. Ils décidèrent de se marier et de vivre ensemble. Faustina s'installa dans la ville où vivait son mari, lui écrivit une lettre de remerciement, et promit de ne jamais oublier son aide. En janvier 1940, une autre femme nommée Francesca, âgée de 53 ans, vint voir Leonarda. Cette femme ne cherchait pas un mari, mais plutôt un emploi. Elle avait travaillé comme enseignante, mais avait dû quitter son poste pour s'occuper de son mari malade. Après sa mort, elle n'avait plus rien et était sans ressources. Leonarda lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle parlerait à ses contacts et lui trouverait un emploi. 3 jours plus tard, Francesca revint, et Leonarda lui annonça qu'elle avait trouvé un emploi de nourrice dans une garderie, mais pas dans leur village, dans une autre ville. Comme Faustina, Francesca était ravie et promit de ne jamais oublier cette aide. Leonarda était heureuse d'aider les gens, convaincue que l'univers la récompenserait en protégeant son fils à la guerre. Les jours passèrent, et la famille de Francesca n'avait plus de nouvelles d'elle. Ils savaient que la dernière personne qu'elle avait vue était Leonarda, alors ils allèrent lui demander des nouvelles. Elle les accueillit, leur offrit du gâteau et du savon, et les rassura en disant que Francesca lui avait envoyé une lettre pour dire qu'elle allait bien. Ils partirent soulagés. 1 mois plus tard, l'amie de Leonarda, Virginia, comme je vous l'ai déjà dit, était une ancienne chanteuse d'opéra ayant arrêté de chanter pour des raisons de santé, vint lui demander de l'aide pour retrouver du travail dans le domaine qui lui plaisait, la musique. Leonarda lui dit qu'elle trouverait quelque chose pour elle. 3 jours plus tard, elle lui annonça qu'elle avait trouvé un poste d'enseignante de chant dans une autre ville, à Florence. Virginia était ravie, et Leonarda lui dit de se préparer à partir le lendemain. Avant de partir, Virginia passa chez Leonarda pour dire au revoir. Elles discutèrent et se remémorèrent de bons souvenirs avant de se quitter. Le lendemain,
le fils aîné de Leonarda, qui était parti à l'armée et qu'elle adorait, rentra à la maison. Elle l'accueillit, l'embrassa, et lui demanda de la laisser lui donner un bain avec un savon spécial qu'elle avait préparé. Il fut surpris, mais accepta. Après le bain, elle lui donna un gâteau qu'il mangea avant d'aller se coucher. Leonarda pensa avoir fait tout ce qu'il fallait pour que l'univers la récompense et protège son fils à la guerre. Mais l'univers la récompensa d'une autre manière. Un jour, alors qu'elle était assise chez elle, Leonarda entendit frapper à la porte. En ouvrant, elle trouva la police. Ils lui dirent que 3 femmes étaient venues chez elle et avaient disparu depuis. Leur famille les cherchait. Leonarda répondit qu'elle lui avait envoyé des lettres disant qu'elles allaient bien et qu'elle n'avait besoin de rien. Elle alla chercher les lettres et les montra aux policiers. Ils virent que les 3 femmes avaient effectivement envoyé des lettres de différentes villes. Les policiers prirent les lettres et partirent sans soupçonner que Leonarda pouvait être impliquée dans la disparition des 3 femmes. La première chose que fit la police fut de suivre la trace des lettres. Ils interrogèrent tous les facteurs qui avaient livré les lettres et leur demandèrent de se souvenir d'où elles venaient exactement. C'était une tâche difficile car, à l'époque, il n'y avait ni téléphone ni autre moyen de communication rapide, et tout le monde communiquait par lettres. Mais finalement, ils réussirent à déterminer que les lettres provenaient toutes de la même ville, bien que les 3 femmes soient censées être dans des endroits différents. La police poursuivit son enquête et interrogea de nombreux témoins. Ils découvrirent que la personne qui se rendait dans cette ville pour poster les lettres était le fils de Leonarda, Giuseppe. Les policiers se rendirent immédiatement chez Leonarda, enfoncèrent la porte sans frapper, et arrêtèrent Giuseppe, qui était en congé de l'armée. Ils l'emmenèrent au poste et l'interrogèrent sur les corps des femmes. Giuseppe, surpris, répondit qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait. Pendant ce temps, Leonarda était sous le choc. Son fils bien-aimé, pour qui elle avait tout fait, était maintenant accusé de meurtre. Sans hésiter, elle alla voir ses autres enfants, leur donna des instructions, puis se rendit au poste de police pour sauver son fils. En 1940, Leonarda avait 47 ans, mais elle en paraissait 65 ou plus. Elle entra au poste et demanda à parler à l'inspecteur en charge de l'affaire de Giuseppe. Lorsqu'il arriva, elle lui dit qu'elle voulait lui parler. Il l'emmena dans la salle d'interrogatoire, où elle commença à parler. La première chose qu'elle dit fut « Mon fils Giuseppe est innocent ». L'inspecteur s'attendait à ce qu'elle dise cela, car toutes les mères dans cette situation affirment que leur fils est innocent. Mais il la laissa parler pour voir ce qu'elle avait à dire. Peu à peu, elle raconta son histoire. L'inspecteur fut choqué et appela d'autres inspecteurs pour qu'ils viennent écouter. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'elle disait, pensant qu'elle mentait. Mais lorsqu'elle leur fournit des preuves solides, ils furent contraints de la croire. Leonarda expliqua que pour protéger la vie de son fils à la guerre, elle ne devait pas simplement faire le bien pour que l'univers la récompense, mais qu'elle devait offrir un sacrifice. Elle devait prendre la vie de quelqu'un pour que son fils vive. C'est ce qu'elle avait lu dans les livres de magie, une vie contre une vie. L'histoire de faire le bien et d'aider les gens pour que son fils vive n'était qu'un mensonge qu'elle avait inventé pour tout le monde. Maintenant, je vais vous dire exactement ce que Leonarda a fait et ce qu'elle a raconté à la police pour les choquer. Commençons par la première victime, Faustina. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Faustina ne voulait rien d'autre dans la vie que de se marier. Quand elle est venue voir Leonarda, celle-ci lui a dit qu'elle connaissait un homme et qu'elle allait l'épouser. Elle lui a demandé de revenir le lendemain matin pour l'emmener le rencontrer. Faustina était ravie et est revenue chez Leonarda le lendemain. Elle lui a dit qu'elle pouvait demander ce qu'elle voulait en échange de son aide. Leonarda lui a répondu qu'elle ne voulait rien, sauf qu'elle écrive une lettre disant qu'elle était arrivée dans cette ville, qu'elle allait bien et qu'elle vivait heureuse avec cet homme. Faustina a demandé pourquoi elle devait écrire la lettre maintenant, alors qu'elle pourrait le faire une fois arrivée. Leonarda a insisté, disant qu'elle voulait un souvenir de sa part pour se rappeler qu'elle avait fait une bonne action. Faustina a écrit la lettre et l'a donnée à Leonarda, qui lui a ensuite offert un verre. Faustina a bu le verre et s'est évanouie en quelques minutes, car il contenait des drogues. Leonarda a ensuite pris une hache bien aiguisée et l'a frappée à la poitrine, la tuant sur le coup. Elle a ensuite utilisé une scie pour couper ses jambes et a placé le corps dans une baignoire pour recueillir tout le sang. Une fois le sang recueilli, elle a découpé le corps en 9 morceaux et les a mis dans une grande marmite sur le feu. Elle a ajouté de la soude caustique pour dissoudre les morceaux et les rendre méconnaissables. Une fois que tout avait fondu, elle a jeté les restes. Quant au sang, elle l'a fait cuire au four jusqu'à ce qu'il durcisse, puis l'a broyé en poudre. Elle a mélangé cette poudre avec de la farine, de l'huile,
du sucre et d'autres ingrédients pour faire un gâteau. Elle a partagé ce gâteau avec ses voisins et l'a envoyé à son fils à l'armée. Elle a continué à écrire des lettres à son fils, lui demandant s'il allait bien, et il lui répondait qu'il allait bien et qu'il ne manquait de rien. Leonarda a alors pensé que ce qu'elle faisait fonctionnait, car elle avait pris la vie de Faustina et son fils était toujours en vie et en bonne santé. Elle a donc décidé de prendre la vie d'autres personnes. Quelques jours plus tard, une autre femme, Francesca, est venue chez Leonarda à la recherche d'un emploi. Leonarda lui a dit qu'elle trouverait quelque chose pour elle et de revenir dans 3 jours. Quand Francesca est revenue, Leonarda lui a dit qu'elle avait trouvé un emploi dans une autre ville et lui a demandé de passer chez elle avant de partir. Le jour du départ, Francesca est passée chez Leonarda pour lui dire au revoir. Leonarda lui a demandé d'écrire une lettre disant qu'elle était arrivée et qu'elle allait bien. Elle a ensuite offert à Francesca un verre contenant des drogues, l'a tué avec la hache, a découpé son corps et a recueilli son sang. Elle a dissous les morceaux dans une marmite avec de la soude caustique et a utilisé le sang pour faire un gâteau, comme elle l'avait fait avec Faustina. Elle a partagé le gâteau avec ses voisins et l'a envoyé à son fils à l'armée. La troisième et dernière victime était son amie proche, Virginia. Elle lui a fait la même chose qu'à Faustina et Francesca, elle l'a tué, a découpé son corps, a recueilli son sang et a dissous les morceaux dans une marmite avec de la soude caustique. Cependant, elle a remarqué que la peau de Virginia avait une texture différente et semblait plus belle. Elle a eu l'idée de transformer le corps de Virginia en savon. Elle a ajouté des parfums et d'autres ingrédients dans la marmite pour obtenir la consistance du savon. Une fois le savon prêt, elle l'a distribué à ses voisins, qui étaient ravis de recevoir du savon gratuit, sans savoir qu'il était fait des restes de Virginia. C'est ce savon qu'elle a utilisé pour laver son fils lorsqu'il est rentré de l'armée, et le gâteau qu'il a mangé était fait avec le sang de Virginia. Leonarda a raconté à la police que le corps de Virginia était différent de celui de Faustina et Francesca. Elle a dit que la consistance du savon était très bonne et que le gâteau fait avec son sang était délicieux. Elle a conclu en disant que Virginia était une personne douce et gentille. Passons maintenant au jugement. Lorsque Leonarda a été arrêtée, la Seconde Guerre mondiale avait déjà commencé, ce qui a retardé son procès de plusieurs années. En 1946, le tribunal l'a condamnée à 30 ans de prison, car ils ont conclu qu'elle souffrait de troubles mentaux. Normalement, elle aurait dû être condamnée à mort. En 1970, à l'âge de 77 ans, Leonarda Cianciulli est morte en prison. Quant à ses 3 autres enfants, ils ont changé de nom et ont quitté le village. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Pour son fils qui était parti à l'armée, personne ne sait s'il est mort à la guerre ou s'il a également changé de nom et déménagé comme ses frères et sœurs. L'histoire de Leonarda Cianciulli a été adaptée en film en 1977. Et, croyez-le ou non, les outils qu'elle utilisait pour tuer ses victimes sont exposés dans un musée à Rome, avec des photos d'elle et de ses 3 victimes. Et c'est ici que se termine notre histoire. Si vous avez apprécié mon contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, à une prochaine fois.